Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu as passé un bon week-end? Oui. Tu as regardé, tu as pas fait le marathon, Jean-Paul? Non, j'ai un problème de santé au niveau de ma cheville droite. Oui, ça, on sait, tout à fait. Je ne peux pas. Mais tu as quand même regardé la cérémonie d'ouverture? Absolument. Je ne pouvais pas rater ça. Je l'ai suivi, bien entendu, le Qatar a mis les petits plats dans les grands, comme on dit souvent. C'était une cérémonie avec Morgan Freeman. Voilà. Et puis surtout, moi, c'est la forme du stade, la forme d'une tente bédouine géante. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment en termes d'esthétique, vraiment, et de prouesse technologique, vraiment, c'était très beau. Le mec qui a fait le discours avec Morgan Freeman, là, il est coupé en deux? Non, il n'est pas coupé en deux. Il souffre d'une maladie qui entraîne un rétrécissement des jambes. Donc, au lieu qu'en grandissant, les jambes s'allongent, comme pour tout être humain normal, lui, c'est l'inverse. Les jambes rétrécissent. Donc, c'est ce qui fait que quand vous le voyez, ça vous donne l'impression qu'il est coupé en deux. Non, il a juste des jambes minuscules, malheureusement. C'est une maladie qui fait ça. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est très célèbre dans la péninsule arabique pour ses prêches, parce qu'il fait en quelque sorte des prêches. Donc, d'accord, ok. Toi, tu as un favori pour cette Coupe du Monde? Ah là, c'est difficile, hein. Sincèrement, c'est difficile. Au départ, je me disais bien que la France était en capacité de pouvoir rempiler, mais quand je regarde toutes les blessures qu'il y a là, vraiment, c'est compliqué. Et puis, ce qui rend encore la chose un peu plus compliquée, c'est que en début de saison, on avait un certain nombre de stars dans les sélections nationales, mais avec les blessures, par exemple au Sénégal, sans Sadio Mané, on va se demander comment ils vont faire. Je ne dis pas qu'ils partent perdants sans Sadio Mané, mais je veux dire que c'était vraiment le catalyseur de cette équipe. Donc, ça va donner donc à Aliou Cissé, par exemple, pour le Sénégal, de trouver d'autres solutions. Ça va donner à ses coéquipiers du Sénégal, de l'équipe nationale du Sénégal, des Lions de la Teranga, à essayer peut-être de se transcender pour jouer pour non seulement leur équipe, leur peuple, le continent africain, et surtout pour Sadio Mané, qui n'est pas là. La même chose pour la France avec Karim Benzema, dont on voyait là le grand retour dans une grande compétition internationale. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, il n'était pas parmi les joueurs de l'équipe de France qui avaient remporté la Coupe du Monde. Et là, à peine auréolé de son premier ballon d'or que paf, il est blessé, il ne peut pas participer au mondial. Donc, et puis aussi, c'était un peu compréhensible parce que ce mondial au Qatar, il est imbriqué en plein milieu de saison. Donc, c'est compliqué. Donc, tout ça fausse un peu la vision que l'on a en général d'un début de compétition. Et donc, les perspectives sont assez floues. De ce point de vue-là, donc, je n'arrive pas à me prononcer pour le moment. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? À la COP27, on va faire le bilan. Hein. Elle s'est achevée hier avec un jour de retard parce qu'elle devait s'achever normalement samedi dernier. Mais étant donné que les différents participants n'arrivaient pas à s'entendre sur les termes d'un communiqué final qu'il a fallu donc prolonger. Alors, cette COP27, au lieu d'être, si tu veux... Tu as vu la vidéo, excuse-moi de te couper, la vidéo Xi Jinping charge le Premier ministre canadien. Oui, mais c'est... Non, mais il a raison. En fait là, vous voyez là aussi dans cette vidéo une différence de culture. La culture asiatique, confucéenne, dans laquelle il y a un certain nombre de règles. Il y a des règles entre lorsque l'on est en public et lorsque l'on est en privé. Les règles lorsque l'on parle à un aîné en âge et en expérience ou à un cadet. Et puis de l'autre côté, on a la culture européenne pragmatique, je pourrais dire presque kantienne, qui est matérialiste, où on ne fait plus tellement de distinctions entre le privé et le public, et si tu veux, le respect de l'aîné a totalement disparu. Donc c'est ce rappel-là en quelque sorte que Xi Jinping a fait. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il n'a pas attendu de le revoir, de le retrouver dans un contexte privé pour lui faire le reproche. Dès qu'il le croise devant les journalistes ahuri, il lui fait directement
le reproche. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez marquant. Voilà. D'accord, donc on était à la COP 27. Voilà, pour revenir à la COP 27, on dirait en général, une COP, c'est la COP si tu veux, du consensus. On arrive on fait à l'unanimité, je dirais pas à l'unanimité, mais à la grande majorité, on fait un consensus. Et on arrive à un résultat. Or, cette COP 27, si vous la regardez bien, c'est la COP du compromis. On a fait beaucoup plus elle a été la conclusion, enfin, elle a été le produit de plus de compromis plutôt que d'un consensus. Le consensus, c'est que tout le monde se met d'accord sur un objectif et tout le monde valide cet accord-là. Or, le compromis, c'est autre chose. Le compromis, on fait des abandons. On dit, bon, ok, si moi j'abandonne ça, toi tu abandonnes ça. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, cette COP27. Et c'est la raison pour laquelle elle a suscité un bilan extrêmement mitigé dans la mesure où pour les pays industrialisés dont certaines associations espéraient, si tu veux, que l'on aille plus loin en termes d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour que à l'horizon 2050 la température globale de la Terre baisse de 1,5 degré. Or là, on ne sera pas en capacité d'atteindre cet objectif-là. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période de crise énergétique, de crise alimentaire, de crise économique. Et donc, toutes ces trois crises-là vont faire quoi ? Ça va faire que pour la crise énergétique, on va devoir augmenter la consommation d'énergie fossile, donc le charbon, le pétrole. Et donc, énergétique, donc c'est ça, on augmente la production, la consommation d'énergie fossile. Économique, la flambée de l'énergie fait que même certaines productions énergétiques comme le charbon, qui étaient censées être abandonnées d'ici l'horizon 2030, en Europe, notamment en Allemagne, et même aux États-Unis, on a réouvert les centrales, les mines de charbon et les centrales à charbon. Une crise alimentaire, parce qu'il faut savoir que l'alimentation aussi est une grande cause de production de gaz à effet de serre. Et avec la crise en Ukraine, et justement, non seulement la crise en Ukraine, combinée avec les événements climatiques qui ont eu lieu cette année. On a vu les inondations au Pakistan et en Chine. On a vu l'immense sécheresse en Afrique, notamment en Éthiopie et en Somalie. On se rappelle des grands incendies de forêt en Europe. Donc tout ça combiné fait que on est dans une situation qui s'est plutôt dégradée si on fait une comparaison avec l'époque de la COP26. Donc ce qui fait que globalement, les États ne sont pas venus avec l'idée de dire qu'on va plutôt essayer d'avoir des objectifs encore plus ambitieux que ceux de la COP26 de Glasgow, mais plutôt essayer de revoir, de négocier, de trouver des stratagèmes pour avoir justement des espèces de contournement de ces objectifs-là. Et donc derrière, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a véritablement éludé de côté les vraies questions liées aux causes de production de gaz à effet de serre, donc liées notamment à l'utilisation des énergies fossiles, parce que évidemment le contexte, comme je l'ai dit, énergétique, économique et alimentaire ne le permettent pas. Les pays industrialisés ne sont pas en capacité de pouvoir garantir qu'ils vont toujours maintenir ces objectifs-là de diminution de production de gaz à effet de serre pour qu'à l'horizon 2050, la production globale de température, faire baisser la température globale de la planète la faire baisser de 1,5 degré. On ne sera pas dans ces objectifs-là. Et puis, d'un autre côté, on a les pays insulaires, on a les pays pauvres qui subissent déjà les effets des changements climatiques, qui ont demandé à ce qu'une nouvelle, si tu veux, une nouvelle proposition soit introduite, tout à fait inédite, qui est celle du dédommagement de ces pays-là des effets liés au changement climatique. Et donc, dans un premier temps, il faut savoir que cette question n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour. Ce sont ces petits pays-là, les pays pauvres, qui ont fait une espèce de forcing. Et ils ont donc obligé les pays industrialisés à se pencher sur cette question. Cette question avait même failli faire vaciller totalement cette COP27 à Sharm el-Sheikh. Mais fort heureusement, grâce à, si tu veux, aux capacités de négociation
des Égyptiens et aidé en cela par le secrétariat exécutif des Nations Unies, eh ben, les différentes parties sont quand même restées à la table des discussions. Mais si on regarde dans le fond, quand on lit le communiqué final, on a adopté le principe de la création d'un fonds qui va financer dédommager, si tu veux, les pays qui subissent déjà les effets liés au changement climatique. Mais ça reste vague sur les contours de ce financement, qui va financer, à quelle hauteur, à partir de quel moment, quels sont les critères pour que les pays puissent bénéficier de ce fonds-là. Ça, évidemment, ça va faire l'objet de négociations, certainement, lors de la COP28 qui aura lieu à Dubaï. C'est la raison pour laquelle le président français Emmanuel Macron a proposé qu'avant qu'il y ait cette COP28 à Dubaï, que les différentes parties se retrouvent à Paris pour discuter justement des modalités de mise en œuvre de ce fonds-là. Alors pour le moment, on n'a pas eu de réponse, mais on espère que d'ici là, certains pays, et notamment les plus gros pollueurs de la planète, puissent bien entendu participer à cette conférence, même si on a senti aussi que derrière, il y a une volonté des Américains de venir reprendre un peu le leadership sur cette question-là. Il ne faut pas l'oublier que sous Donald Trump, les États-Unis avaient quitté les accords de Paris et sous Joe Biden, les Américains sont revenus. Or, entre-temps, avec le vide laissé par Joe Biden, Xi Jinping s'en était engouffré et avait dit que la Chine allait justement assumer ses responsabilités sur cette question. Et donc, les Américains, en revenant, ont voulu marquer le coup, et notamment John Kerry, qui est le représentant spécial des États-Unis sur les questions climatiques, a fait savoir qu'il allait, pour sa part, essayer de se battre pour que les Américains financent à hauteur de 11 milliards de dollars, si tu veux, toutes les questions liées au financement, aussi bien de financement de la transition écologique, c'est-à-dire donc la transition écologique pour les pays du Sud, et deuxièmement également essayer de financer en partie le fonds en charge du dédommagement des pays qui subissent, comme je l'ai dit, les effets de changement climatique. Mais tout ça, évidemment, reste encore des promesses. On n'a pas la certitude que les États-Unis ont la capacité de lever encore les fonds pour cette question climatique, d'autant plus que les Américains sont critiqués par les pays du Sud en raison de leur engagement financier considérable lors de la guerre en Ukraine. On parle entre 40 et 65 milliards de dollars dépensés en moins d'un an pour financer la guerre en Ukraine, alors que pour les questions climatiques, qui sont des questions qui concernent l'ensemble de la planète et pour lesquelles les États-Unis ont une responsabilité considérable en tant que l'un des plus gros pollueurs de la planète, les Américains sont incapables de mettre suffisamment de moyens à la hauteur de ce qu'ils dépensent pour la guerre en Ukraine. Ils sont incapables de produire ce même effort-là en ce qui concerne la lutte pour la préservation de la planète. Et donc, grosso modo, les Égyptiens ont pu sauver les meubles. Cette COP27 s'est achevée avec des déclarations de bonne intention, mais sur les problèmes de fond, ces problèmes restent entiers parce qu'on n'a plus, à l'opposé par exemple de la COP21 à Paris, où il y avait à la fois des objectifs chiffrés, ambitieux et surtout de l'espoir, parce qu'il y avait une volonté affichée des dirigeants des pays de la planète à vouloir atteindre coûte que coûte ces objectifs-là. Mais là, lors de cette COP27, on a des objectifs ambitieux dont ils ont réitéré, donc la volonté de faire baisser, comme je l'ai dit, la température globale de la planète de 1,5 degré Celsius en 2050. Ils ont réitéré cette volonté, mais là, il n'y a pas d'espoir parce qu'il n'y a pas eu un véritable affichage de la part de ces dirigeants-là d'une réelle volonté d'atteindre ces objectifs-là, étant donné le calendrier qui n'y s'y prête pas, étant donné la multiplication des crises déjà climatiques dans les pays du Sud. Il faut savoir, par exemple, selon les Nations Unies, que rien que l'ensemble des intempéries qui ont frappé à la fois le Pakistan et une partie de la Chine ont coûté plus de 30 milliards de dollars. Et donc, c'est autant de ressources en moins, notamment pour un pays comme le Pakistan, qui est devenu aujourd'hui dépendant des importations alimentaires, alors que ce pays-là, même s'il n'était pas autosuffisant alimentairement, mais produisait plus de la moitié de ses besoins alimentaires déjà sur le territoire. Or, avec les inondations qu'il a connues, toute cette production a été quasiment rendue à néant, et donc le Pakistan est devenu
extrêmement dépendant à quasiment 100% de ses besoins alimentaires de l'étranger. Et donc tout ça, évidemment, fait peser le risque de famine, le risque de dégradation de la situation alimentaire des Pakistanais. Et il n'y a pas que en Somalie, comme je l'ai dit, en Éthiopie. La Somalie et l'Éthiopie ont de particulier que le nord de l'Éthiopie, j'en ai parlé ici, est sous conflit, notamment entre le gouvernement central d'Addis Abeba et les rebelles du Front de libération du Tigré. Donc, ces combats-là ont aussi aggravé la situation alimentaire, ajouté à cela avec la sécheresse. Et donc, tout ça fait que on a une situation qui est explosive sur tous les continents, peut-être pas, et même en Europe, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, j'en avais parlé ici, par exemple, la plupart des navires qui sont sortis des ports ukrainiens à l'issue de l'accord passant entre l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies, eh bien, plus de 80% de ces bateaux sont allés en Europe, ce qui veut dire que l'Europe aussi est frappée par un risque de crise alimentaire. Donc, grosso modo, il y a eu des ambitions qui ont été affichées, mais les États n'auront pas la capacité de les atteindre, étant donné que la situation est extrêmement explosive. Et ce qui rend beaucoup plus incertain, c'est la capacité de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la COP27 qui s'est achevée à Sharm el-Sheikh, hein, c'est comme ça? Oui, Sharm el-Sheikh en Égypte. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.